BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Et on se retrouve pour parler d'art. Est-ce qu'il faut investir dans l'art et comment investir dans l'art? Alors j'ai demandé à deux spécialistes du sujet de nous guider. Aline Silla Valbaum, alors je lis, vous êtes directrice générale internationale des produits de luxe chez Christie's. Vous en avez fait du chemin depuis notre première invitation. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre ce groupe qui est nous, un des plus importants. C'est grâce à nous, non? C'est l'émission qui ça a été le tournant? Complètement. Alors Arnaud Dubois, vous n'êtes pas acteur dans les Brigades du Tigre, mais vous êtes directeur d'IP Art. C'est ça? Exactement. Alors pour les gens qui nous écoutent, vous avez une petite moustache ambiance 1900. C'est ça un peu? C'est mon côté un petit peu désuet sur. C'est votre côté artiste. Exactement. Et on vous a demandé si vous pensiez que c'était une bonne idée d'investir dans l'art. Écoutez. Je crois que c'est une très bonne idée d'investir dans l'art, surtout quand on a un coup de foudre. C'est un jeu de spéculateurs, totalement déconnecté des valeurs fondamentales de l'esthétique. Si on veut faire de l'art un business, il faut être marchand. Pour investir dans l'art, il faut être suffisamment riche. Ça peut être très intéressant, mais il faut être connaisseur et se méfier de la bulle spéculative que l'on a sur l'art contemporain en ce moment. Les prix sont devenus extravagants et ne correspondent plus à aucune réalité. Ou alors des tableaux vraiment de maîtres reconnus, mais pas dans l'art moderne en tout cas. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée d'investir dans l'art. Il y a trop de fumisterie et beaucoup de gadgets qui, à mon avis, seront totalement dépréciés dans 15, 20 ou 40 ans. C'est mieux que les actions, parce que les actions, quand elles ne valent plus rien, on n'en fait rien. Tandis qu'un tableau, même si c'est une croûte qui ne vaut rien, si on l'aime, on l'admire tous les jours. Allez, on parle de croûte avec vous. Vous nous plantez le décor, alors. On parle de croûte avec moi, d'accord. Alors, vous avez bien parlé de croûte. Oui, j'aime beaucoup. Alors, ces derniers temps, dans le monde merveilleux des placements financiers, on parle très souvent d'actifs tangibles, c'est le truc à la mode. On en parle tout le temps, des conférences pour investir dans l'économie réelle. Alors, ça tombe bien, c'est la Fashion Week, donc on s'adapte. Ah oui, c'est la Fashion Week. Oui, dans C'est votre argent. Je suis jamais invité, moi, j'ai aucune invitation. Au premier rang, rien, j'ai rien eu. C'est dommage. Alors, on parle d'acheter des choses vraies, des actifs réels comme les œuvres d'art. Première info, les œuvres d'art, c'est beau, mais c'est aussi fiscalement intéressant. Tous les objets de plus de 100 ans d'âge, ainsi que ceux qui présentent un intérêt artistique, historique ou culturel, échappent à l'ISF. Ça marche pour les petites cuillères si elles sont vieilles et qu'elles sont jolies. Et ça veut dire quoi que ça échappe à l'ISF? C'est-à-dire que ça rentre pas dans l'assiette taxable de votre patrimoine. Donc, c'est pas mal. Ça, on avait compris quand même. Ça échappe à l'ISF. L'assiette taxable. Okay. Vous êtes peut-être vous très intelligent, mais pour ma mère qui regarde par exemple, c'est important de lui expliquer. On la salue. On la salue bien sûr. Madame Closier. C'est ça. Quel est son prénom? On s'en fiche. En plus, les détenteurs d'œuvres d'art bénéficient de règles spécifiques sur les plus-values en cas de cession. Ça c'est magnifique. On se demande même comment ça peut encore exister. Autre raison d'acheter des œuvres d'art, l'intérêt, c'est que vous pouvez payer vos impôts avec. Ça s'appelle la dation en paiement. Ça permet de régler ses droits de succession, son ISF, tout ce que vous voulez. C'est instauré en 68 par André Malraux. Ça a permis quand même de récolter déjà plus de 5000 œuvres d'art. 91 millions d'euros. En moyenne, ça représente 23 millions d'euros par an. Alors, vous pouvez essayer quand même pas avec toutes les croûtes parce que l'État sélectionne et dire tenez, c'est à moi. Non, il y a sur 414 dossiers depuis 68, il n'y en a que 316 qui ont été acceptés par l'État. Donc, achetez-vous des croûtes, Marc. Aline, est-ce que l'art est un placement? L'art, évidemment, c'est un placement, mais c'est avant tout un placement plaisir. Placement parce que c'est un moyen de mettre de l'argent de côté, indubitablement, et puis il y a des profits qui peuvent y être associés, mais c'est avant tout le plaisir qui doit vous guider. Est-ce qu'on peut concilier le placement avec le plaisir? On peut concilier les deux. C'est la vraie question. On peut concilier les deux, tout à fait, mais comme dans tous les placements, il faut avoir bien en tête son horizon de placement et le degré de risque ou pas qu'on a envie de prendre. Mais avant tout, je crois qu'il faut, comme le disait très bien un de vos interviewés, c'est que une œuvre d'art, il faut avant tout avoir le plaisir d'en profiter, de la regarder. Parce que là, vous êtes déjà en train de nous dire qu'on peut perdre de l'argent et le jour où on perd de l'argent, finalement, au moins, on a le tableau sur son mur. Ce que vous dites? Alors déjà, je dis que pendant toute la période de la détention, on en profite. Et c'est déjà pas si mal quand on compare à une action ou une obligation qui sont évidemment charmantes à contempler, mais pas plus que ça. Et puis fondamentalement, ne pas perdre d'argent sur une œuvre d'art, ça dépend encore une fois de votre horizon de placement. Il faut savoir que c'est pas des actifs qui sont aussi liquides que d'autres. Ça dépend de la catégorie encore une fois, mais la plupart sont quand même moins liquides que des actifs financiers. Et puis, il faut avoir un horizon de placement de temps long. Il ne faut pas être obligé de vendre à un moment où la cote de l'artiste dans lequel vous avez investi a baissé. Alors justement, Arnaud Dubois, à quel type d'investisseurs on s'adresse? Parce que ce qu'on entendait là dans l'interview, c'est pour les riches.
Alors, l'avantage des œuvres d'art, c'est qu'elles offrent une pluralité de supports. C'est-à-dire qu'on peut, et qui peut s'adapter à toutes les bourses. On peut se faire plaisir, évidemment, avec quelques milliers d'euros, comme on peut se faire plaisir à des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros. On peut acheter des œuvres extrêmement pertinentes. Ça, on comprend, mais tout en bas. Si vous voulez, on parlait tout à l'heure en caméra des pièces de Warhol, tous ces wall paintings, tous ces wallpapers, les coques qu'il a fait dans les années 60. Ce sont des pages qui sont très bien, qui sont très belles, très importantes, très intéressantes. Ça vaut 2-3 000 euros. Des pièces comme ça, c'est des pièces qui sont importantes historiquement. Mais est-ce que c'est un placement, ça ? Me semble-t-il, c'est un placement raisonnable. Les gens qui ont acheté des multiples de Jeff Koons il y a quelques années, ils payaient ça $1000. Aujourd'hui, ça en vaut 20 000. D'accord. Donc évidemment, ça c'est un côté. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que globalement, il n'y a pas de barrière à l'entrée. Il n'y a surtout pas de barrière à l'entrée. Tout le monde peut se faire plaisir, tout le monde peut investir dans les œuvres d'art à condition d'être bien conseillé, me semble-t-il. C'est extrêmement important. Pas de barrière à l'entrée, mais pas vraiment de barrière à la sortie. Christie's a vendu en novembre dernier, le 15 novembre dernier, a fait le record du monde. A fait le record du monde pour Tricky de Bacon, cette conversation avec Lucian Freud qui fait 145 millions de dollars. Donc on a à la fois 145 millions de dollars et quelque chose, un chiffre qui est stratosphérique, mais qui sera certainement pulvérisé probablement dans peu de temps. Mais on peut également se faire plaisir à acheter des pièces intéressantes et les plus grosses plus-values finalement réalisées, c'est souvent des pièces à des prix qui sont extrêmement bas. Alors justement, on vient de parler d'une vente à 145 millions de dollars, c'est ça ? Oui. Quel est l'état du marché actuellement ? Parce que vous êtes au cœur de ce métier. Hein. Tout à fait. Donc vous voyez ça, où est-ce qu'on en est ? Est-ce qu'il y a une bulle ? On se pose toujours cette même question. On pose toujours la même question. Et ça, je comprends très bien que... Parce que quand on entend ça à 145 millions de dollars, on se dit... Le niveau atteint peut effectivement donner parfois un petit peu le vertige, mais je crois que ce qui caractérise une bulle, en général, ce qu'on a pu voir en tout cas sur les actifs financiers, c'est qu'il y a une partie des actifs tout en haut de la pyramide qui commence à s'apprécier de manière extrêmement rapide et à un rythme de plus en plus accéléré, et que derrière il y a une certaine forme d'atonie. Et c'est à ce moment-là qu'on tombe dans le dispositif. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une bulle sur tous les prix. Ce qu'on constate, c'est que c'est l'ensemble du marché qui pousse derrière. Et la raison pour laquelle effectivement c'est le cas, c'est d'abord parce qu'il y a par définition une raréfaction en dehors de l'art contemporain où les artistes peuvent encore créer, mais il y a par définition un corpus terminé d'œuvres d'art ou d'objets qui sont considérés comme ayant la caractéristique d'œuvres d'art à la date d'aujourd'hui. Et face à cette demande, cette offre plus exactement qui est limitée, on a une demande qui elle est en expansion. Une demande qui est en expansion parce que le niveau de richesse mondiale se développe, même si c'est pas toujours sensible pour tout le monde dans nos différents pays développés. Et c'est vrai qu'avec le développement, nous on le voit de manière très très nette en Asie, et avec le nombre de millionnaires qui augmentent en Chine, on a vu une évolution évidemment de nos ventes en Asie, à Shanghai. Vous nous dites le marché est cher, mais il peut être encore plus cher parce qu'il y a beaucoup de demandes et il y a peu d'offres. Exactement. Enfin, en tout cas, il y a encore plus d'offres. Donc, réponse, pas de bulle. Pour moi, pas de bulle. Pas de bulle pour vous, Arnaud Dubois ? Écoutez, pas de bulle, pas de bulle sur quel marché ? C'est-à-dire que le marché, il est... moi je sais pas, moi je pose des questions. Le marché, il est extrêmement hétérogène. On ne peut pas considérer le marché de l'art contemporain sur des artistes émergents similaires au marché des artistes classés, voire classiques. Le marché de Picasso n'est pas le même que celui, si vous voulez, d'Alex Israël. Donc forcément, c'est des écarts qui sont importants. Un artiste, souvent, la bulle, elle apparaît lorsqu'on a une croissance, et on le voit de manière importante lorsqu'on a une augmentation fulgurante des prix sur un artiste, et en face de ça, il n'y a pas nécessairement de pertinence artistique ou de légitimité historique. Un artiste qui travaille depuis 5 ans et qui fait 1 million de dollars en vente publique, alors que des artistes extrêmement importants qui sont éprouvés, si vous voulez, par l'histoire et par le jugement de l'histoire, qui n'arrivent pas à ces montants-là, forcément, il peut y avoir un petit décalage. Et ça, c'est pas le cas aujourd'hui. Et clairement, c'est le cas. Bien sûr que ça peut être le cas. Bien sûr que c'est le cas, mais encore une fois, on parle de quelques artistes. On parle de quelques artistes. Il y a une bulle pour le marché de l'art, non. Est-ce qu'il y a certains pans dans le marché de l'art où il y a une bulle ? Évidemment. Alors justement, Aline, qu'est-ce que vous conseillez d'acheter ? Je crois que là encore, comme je disais, ça dépend de l'horizon de placement et puis de l'envie. L'horizon de placement, de toute façon, on parle de 5 à 10 ans minimum. Je ne suis pas d'accord. Non. Oui, non, on peut investir sur des délais plus courts. Si vous voulez un bond-like asset, si vous voulez quelque chose qui protège contre l'inflation. Un bond-like, on voit que vous êtes allé à Londres, ça y est, vous êtes devenu bond-like asset, vous pouvez expliquer pour les gens qui sont restés à Paris comme nous les ploucs. C'est quoi alors ? Marc. Non, mais moi, mais pour l'or, par exemple. Non, je dis ça parce que c'est Guillaume Poitrinal, avec qui je travaillais chez Unibail Rodamco, qui a utilisé cette expression de bond-like asset. C'est quoi alors ? Société côté CAC 40. Le bond-like asset, c'est en fait l'idée de dire que c'est un actif qui évolue comme une obligation, c'est-à-dire avec un taux de progression très raisonnable, 3, 4, 10% par an. Alors qu'est-ce que je peux acheter comme bond-like asset ? Vous pouvez acheter des livres.
Vous pouvez acheter des tableaux anciens, oui, de la bibliophilie. Vous pouvez acheter... C'est super déprimant d'acheter des livres, non? Pas du tout. Ça se voit que vous n'êtes pas encore suffisamment familier. Un Guillaume Musso, le premier Guillaume Musso, par exemple? Oui, alors Guillaume Musso, quand il aura été relié par un relieur de génie et illustré par un grand artiste, peut-être. Donc des livres, on achète? Voilà, des livres, on achète. Si on veut, là encore une fois, une progression très raisonnable. Si on a envie de prendre des risques et de jouer un petit peu comme on le disait tout à l'heure, on achète des jeunes artistes contemporains qu'on va d'ailleurs dénicher sur le premier marché, c'est-à-dire dans les galeries, par exemple, directement. Mais là, on peut se faire complètement arnaquer, non? Arnaquer, c'est pas le mot. Je pense que c'est vraiment prendre des risques. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, je l'achète 2000 € parce qu'il me plaît. Peut-être qu'un jour il en vaudra 100 000, peut-être qu'un jour il en vaudra toujours 2000, peut-être qu'un jour il en vaudra plus. Il y a quand même des gens qui vous vendent aujourd'hui des croûtes à des prix délirants. Donc ça, c'est de l'arnaque, non, Arnaud Dubois? Non. Je voudrais revenir sur les questions un petit peu précises. Vous voulez pas répondre à là maintenant? Non, je peux répondre à cette question. Est-ce que c'est des croûtes? Ça dépend. Il faut pas être cynique. Cynique, celui qui connaît le prix de tout et la valeur de rien. C'est extrêmement important extrêmement important, me semble-t-il, de comprendre pourquoi est-ce que vous souhaitez acheter des œuvres d'art. Évidemment, on a des clients qui ont des aspirations. On est là aussi pour les aider, si vous voulez, les aider dans cette démarche patrimoniale. Mais si vous voulez gagner de l'argent, il n'y a pas deux façons de gagner de l'argent des œuvres d'art. Soit vous achetez une œuvre qui vaut à peu près 100 et vous espérez, en spéculant, ce qui est possible, en se disant que... Mais donnez-moi un conseil pratique. Voilà, je veux aujourd'hui investir... Battre le marché à l'achat. Battre le marché à l'achat. C'est-à-dire clairement, une œuvre, vous prenez une œuvre d'un artiste extrêmement reconnu, vous prenez des œuvres qui sont représentatives de cet artiste-là. On va parler, je sais pas, vous prenez par exemple Fontana, il y a une exposition du musée d'art moderne de Fontana. Fontana, ça va être des fentes, si vous voulez, sur un tableau blanc. J'exagère un petit peu, mais on n'est pas loin d'être ça. Eh bien, on va être capable quasiment de donner un prix en fonction du nombre de fentes sur le tableau et de la dimension du tableau. Donc, ça peut vous faire sourire, mais si vous voulez, on va être capable d'avoir des études économétriques et c'est le travail d'un expert de donner le prix rapidement sur le prix d'une œuvre. Donc vous conseillez d'acheter une fente, une ou plusieurs. Mais si la pièce vaut entre 100 et 120, si vous voulez, sur un marché, soit vous l'achetez entre 100 et 120 et vous pensez que demain ça vaudra 150, soit vous faites en sorte de l'acheter à 60. Et ça, c'est un métier. Juste une seconde et puis on reviendra dans la partie suivante. Comment on suit son investissement? Si j'achète 2 fentes, comment je suis ça? Vous n'entraînerez pas sur ce terrain. Non, mais il n'y a pas du tout de mauvais esprit. Si pour suivre votre investissement, il faut s'intéresser au marché. S'intéresser au marché, ça veut dire aller régulièrement sur des sites comme Artnet, par exemple, ou sur les sites des différentes maisons de vente aux enchères. Vous pouvez voir de manière régulière si votre artiste a une véritable cote. Il faut qu'il soit connu. Voilà, s'il a un minimum de cote, ou même si c'est un objet avec une caractéristique donnée, petite cuillère en argent du 18e, vous allez pouvoir effectivement... Donc on peut suivre son investissement. C'est pas la bourse, c'est pas un cours tous les jours, mais on peut suivre ça. Il existe des indices aussi qui permettent parfois de traquer, mais je pense que ce sont un petit peu trop macro pour pouvoir suivre un investissement. Elle parle vraiment comme une londonienne. On se retrouve tout de suite pour répondre à vos questions. Ne partez pas.